Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pajama Podcast. Ce soir, on parle de The Big Short, un film que j'avais tiré et c'est pour ça que c'est moi qui présente, qui parle de la crise financière qui a commencé par l'effondrement du marché immobilier américain en 2008. Un film qu'on va pas résumer, déjà parce que c'est irrésumable et parce qu'il faut aller le voir, déjà parce qu'il est très sympathique. Nommé aux Oscars en 2015, je crois, il a perdu face à Spotlight. Ça reste un exercice de style assez étrange puisqu'il s'agit d'une vulgarisation économique tirée d'une histoire vraie. Voilà, à peu près pour commencer. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Moi, c'est la deuxième fois que je le vois. J'étais allée le voir au cinéma, j'ai bien aimé. Est-ce qu'on fait un tour de présentation des gens ? De présentation des gens ? Jean, présentez-vous. Moi, c'est Charles. Moi, c'est Océane. Le mec de Super Focal, mais il est en train de manger une frite. Salut. Et donc Noyo, Noam. Et Seb. Ok, très bien. Alors, qui parmi nous l'avait déjà vu ? Pour qui est-ce que c'était la première fois ? Je crois qu'il n'y avait que toi et moi. Ouais. Voilà, donc pour tous les autres, c'était une découverte. Votre première sensation ? Vas-y. C'était intense et très intéressant. Et drôle malgré le sujet très lourd. C'était pas chiant, ce qui est difficile à faire quand on parle de finances pendant 2 heures. Donc ouais, bien ouais. Puis c'était vraiment fun, ouais, effectivement. Et bon, certes déprimant, mais voilà, hein, on rigole bien. C'était... je sais pas. En vrai, je sais pas encore ce que je pense de ce film. Je vais faire mon idée avant la fin. C'est un film qui retourne un peu la tête parce que c'est vraiment pas un sujet facile. C'est un sujet qui a eu des répercussions littéralement pour nous tous, puisqu'il s'agit quand même d'une crise économique mondiale. Et c'est un sujet surtout très neuf. C'est rare qu'un studio hollywoodien décide de présenter un événement historique si proche de si proche du moment où il s'est vraiment passé. Il y a eu 7 ans entre le moment de la crise et le moment où l'histoire est racontée. C'est très très bref en temps de cinéma. Et c'est assez rare qu'on parle d'économie. Ça nécessite, comme on l'expliquait, une grande vulgarisation parce que, et c'est ce qu'explique Margot Robbie dans son bain en train de boire une coupe de champagne, il faut voir ça rien que pour ça. Tout le monde de la finance est fait pour être imbitable et pas accessible, pour penser que les financiers sont indispensables, etc. Et c'est intéressant de voir que le film essaye de rendre ces notions accessibles, voire divertissantes, puisque c'est le but d'Hollywood. Un exercice intéressant et plutôt maîtrisé, j'ai trouvé, notamment grâce au jeu des acteurs. Donc, le casting de ce film est assez phénoménal, on va dire. Les 2 personnages qu'on voit le plus, c'est Ryan Gosling et sont joués par Ryan Gosling et Steve Carell, qui sont fabuleux dans leur rôle. L'un joue un personnage insupportable au grand cœur qui se remet de trauma personnel et qui essaye de faire en sorte que le système qu'il considère comme étant extrêmement pourri soit un petit peu moins injuste, du moins à son échelle. L'autre est un personnage qui a tout pour être appréciable, sauf le fait que ce soit un immonde connard qui travaille dans la finance et qui, lui, n'en a strictement rien à battre de rendre ça moins injuste, il veut juste se faire du pognon. Et même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a Brad Pitt est dans ce film parce qu'il a aidé à le produire et que ça lui a permis d'avoir... et qu'il fait un petit rôle dedans. Il y a Bale, il y a Christian Bale, qui est très bon aussi. Qui était très bon aussi. Qui surjoue peut-être un peu, mais que je trouve très bon. Qui fait Christian Bale, quoi. Qui joue du coup quelqu'un... vu que tous les personnages de ce film sont des personnages réels, qui ont vraiment existé, qui ont vraiment fait, en tout cas, qui existent vraiment, sans doute aujourd'hui encore, j'espère pour eux, et qui surtout ont vraiment fait une grande partie de ce qu'ils font dans le film, avec quelques Mais c'est romancé. C'est romancé un petit peu, mais globalement, ils ont fait ce qui est présenté dans ce film. Il y a d'ailleurs un moment où le film nous dit que ça s'est pas vraiment passé. Voilà. Enfin, un personnage du film se tourne vers la caméra et nous dit bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais on simplifie. C'est ça. Génial. Oui, c'est très méta. Le 4e mur est explosé à plusieurs reprises et le spectateur est vraiment pris comme spectateur et vraiment emmené dans l'histoire.
Parce qu'on l'a vécu, en fait. Ce qui n'est pas forcément inutile, effectivement, vu qu'il s'agit d'un sujet aride, d'être rattrapé régulièrement. Et du coup, vu que les personnages sont réels, voilà, Christian Bale a dû s'inspirer du personnage réel qu'il joue. Et du coup, ça fait que le surjeu doit pas vraiment exister beaucoup, quoi. Je pense pas que ce soit surjeu, effectivement. Alors là, j'ai une remarque qui me passe par la tête sur le personnage de Steve Carell, qui s'appelle Mike Baum, si je me souviens bien. Je pensais qu'il allait se suicider à la fin du film de la même manière que son frère, parce qu'il y avait un schéma similaire, c'est-à-dire qu'il était sur le toit d'un immeuble et il y avait son téléphone posé à côté de lui avec quelqu'un qui l'appelait par son nom et il y répondait pas. Donc je me suis dit que c'était vachement similaire à la situation de son frère qui est montrée par flashback, et bon, c'est pas ça qui se passe, mais... Mais il y a plein de... Justement, ça c'est un truc que j'ai vu, parce que du coup c'est la deuxième fois que je vois le film, mais c'est un truc que j'ai vu cette fois-là, que j'avais pas vu la première fois. Et l'autre truc que j'avais pas vu la première fois, enfin je crois, c'est le fait qu'il y a un personnage que tu vois clairement une fois, qui est une personne qui travaille dans une entreprise de notation qui note des comment dire, des prêts, qui note qui note la solvabilité d'un prêt, c'est ça ? Et on apprend du coup dans ce moment-là qu'ils en ont strictement rien à battre de la véritable solvabilité et que l'intérêt c'est juste que leurs clients viennent chez eux et pas chez leurs concurrents. Et pendant tout le début de la scène, elle a des lunettes noires parce qu'elle a des problèmes de vue. Et en fait, c'est une image qui est extrêmement rigolote parce que elle fait du coup exprès de ne pas voir ce qu'elle fait elle. Et en fait, à chaque étape, donc l'histoire c'est de pourquoi est-ce que tout ça s'est effondré et pourquoi est-ce que personne l'a vu avant, c'est parce qu'à chaque étape, chacun des acteurs sait qu'il fait quelque chose de pas bien, sauf qu'il se dit que ça va être rattrapé par les autres étapes. Et il ferme les yeux. Il ferme littéralement les yeux et il refuse d'assumer les conséquences de ses actes. C'est ça. Et généralement, c'est des grosses claques dans ta gueule, en fait, quand ils ouvrent les yeux et qu'ils s'en rendent compte. Quand les deux mecs, là... Il y a Charlie et... Ouais. Lulu. Charlie et Jamie. Ouais, quand Charlie et Jamie, ils se rendent compte qu'en fait, derrière leurs actions qui vont leur apporter genre des masses de thunes, en fait, il y a des gens qui vont perdre leur maison, leur travail et qui vont perdre leur couverture sociale, qui vont perdre leur retraite, qui vont être poussés ça. Au suicide, qui vont pas pouvoir assumer leurs frais de santé. Et là, en fait, tu vois la déliquescence du truc, quoi. Tout d'un coup, genre, boum, il y a tout qui retombe. Ouais. C'est vrai que... vu qu'on suit, entre guillemets, les gens qui ont profité de la crise et qui ont été plus malins que les autres, on est quand même sur une société libérale où c'est bien vu pour les malins, ils ont rien fait de mal et tant mieux pour eux, et tant pis pour les méchants. Et il y a ces 2 ou 3 moments, c'est vraiment un film complètement amoral qui cherche pas à dire c'était bien et c'est mal, il est pas en jugement, il est vraiment juste dans le voici ce qui s'est passé, voici pourquoi ça a merdé, voici comment les gens qui l'ont vu ont décidé d'en profiter, en bien, en mal. Ce sera à vous de juger. Et il y a ces 2 ou 3 moments, effectivement, de sobriété glaçante, où on te rappelle, effectivement, que derrière tous ces millions, derrière tous ces chiffres, il y a des vies, il y a des personnes, il y a des destins, il y a des histoires. Ça se voit aussi dans cette scène où il décide d'aller vérifier la fiabilité des prêts en Floride, et où tu rencontres... ce gars qui paye son loyer mais dont le propriétaire est pas en train de rembourser l'emprunt de sa maison et qui va se retrouver à la rue alors que lui il a tout fait juste. Cette femme qui fait déjà un boulot difficile et qui pensait pouvoir assurer ses arrières en faisant de la spéculation immobilière et qui a été complètement arnaquée par le promoteur qui touche une commission à chaque fois qu'il fait un prêt, même si c'est foireux, même si c'est pourri, même s'il le sait. Et c'est dans ces moments-là que le film, même s'il se veut amoral, te rappelle quand même un peu que, il y avait des vrais gens derrière tout ça, et que rien n'a changé. En termes d'émotions ressenties devant ce film à ce niveau-là, ça m'a beaucoup rappelé The Social Network, donc il parle de trucs bien moins dramatiques. Donc ça raconte The Social Network, pour ceux qui ne savent pas, ça raconte l'histoire de la naissance de Facebook à travers le personnage de Zuckerberg principalement. Et effectivement, tu vois, avant de voir le film, tu sais évidemment que Facebook, ça va prendre une importance considérable très vite,
Donc ça, comme la crise de 2008, et tu vois le personnage de Zuckerberg être de plus en plus seul socialement, et la fin du film c'est un pétard mouillé quoi, et tu vois juste Zuckerberg qui reste seul dans la salle où il est auditionné, et c'est en termes d'émotion c'était assez similaire. En tout cas j'ai pensé plusieurs fois à ce film là en regardant The Big Short. Complètement, d'ailleurs pour moi The Big Short il me fait un peu penser à une version chorale du format de Social Network. Social Network va suivre un personnage où généralement, enfin j'ai pas eu d'empathie pour Zuckerberg dans Social Network. Je sais pas si le film essaye de t'en donner, mais en tout cas ça a pas marché chez moi. Et là c'est de la même façon, on va suivre plein de personnages de façon relativement décousue parce qu'on suit ça chronologiquement en termes de temps, donc on suit leur vie et leurs évolutions et comment est-ce qu'ils vivent aussi avec ce choix, parce qu'ils parient quand même sur quelque chose auquel personne ne croit à part eux. Et donc il paraît contre, c'est exactement ce que dit le personnage de... ça y est, son nom va m'échapper, c'est quand de Brad Pitt, et vous pariez contre l'économie américaine, vous pariez pour que ça soit la merde. C'est ça. Alors si c'est la merde, c'est pas de votre faute, par contre vous serez les seuls à faire du profit sur cette merde, ce qui fait pas forcément de vous des gens bien. Ça fait de vous des charognards. Et ça c'est effectivement la nana dont je parlais, qui quand elle enlève ses lunettes et qu'elle révèle effectivement la fraude à laquelle elle participe, elle dit mais vous, ça vous fait pas, vous êtes pas forcément dans la situation où, enfin, vu que ça vous intéresse que mes notes descendent, vu que c'est dans votre intérêt que mes notes descendent, ça fait pas de vous des gens mauvais de faire ça. Mais ça fait quand même de vous des hypocrites dans la situation. Personne n'est un héros dans cette histoire, on est bien d'accord. Bon, pour résumer, faites la révolution, venez. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, le capitalisme, c'est caca. À un moment dans le film, il y a quelqu'un qui dit que ça devrait donner la fin du capitalisme, cette crise. On l'attend toujours. On l'attend toujours et que ça c'est quand même pas très bien fini. Pétard mouillé. On l'attend toujours. Si par contre ils avaient prévu la montée du fascisme et ils sont horriblement on point sur le sujet. Carrément. Parce que le film est sorti en 2015, il parle déjà de reporter la faute de la crise sur... alors il parlait des pauvres et des immigrés. Et effectivement, quand on voit le résultat des élections de 2016 avec Trump, avec Macron, avec la montée de l'extrême droite un peu partout, en Italie, et du fascisme galopant, c'est vrai que c'était pas un film marrant à voir à l'époque où il est sorti, c'est pas un film marrant à voir aujourd'hui, parce qu'il a gardé une pertinence assez glaçante. Mais le savoir, c'est le pouvoir, guys. Donc sur ces bonnes paroles, tirons le film de la semaine dans 2 semaines, parce qu'on a décidé, déjà c'est les vacances et on n'a pas que ça à foutre, et qu'on n'était pas OP pour le programme, donc on fera ça bien une fois toutes les 2 semaines plutôt que de faire ça de façon ramassée une fois par semaine. Ouais. Quel est le film dans 2 semaines, ça ? Lucie apparaît vite fait pour tirer le film. J'entre en scène, bonsoir. Et le splim. Voilà, je me parle dans le micro. Le splim de la semaine prochaine sera Clou. Attends, est-ce que tu peux t'éloigner du micro et oui. le refaire ? Le film de la semaine prochaine sera Clou. Oh, avec Tim Curry. En gros, c'est une partie de Cluedo géante avec tous les vrais personnages, des sapins en couilles et il y a des gens qui n'ont pas vu le film. Et c'est trop bien. Voilà. Il y a Tim Curry, ça a l'air trop bien. Salut, donc à dans 2 semaines pour Clou. Yeah. Ouais. Toutes les infos comme d'habitude dans la barre de détails.